Donc, je vais donner la parole donc maintenant à Fabrice Bonifay, directeur RSE du groupe Bouygues. Et donc, par contre, il ne s'agit pas d'une intervention. Donc, comme il n'était pas disponible, il a donné une interview à Hélène Meyer qu'on va vous présenter maintenant. Bonjour Fabrice Bonifay. Toujours sur cette thématique Donc, vers le zéro merci carbone. d'être avec nous à cette assemblée générale. Donc vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues. Et donc aujourd'hui, on aimerait beaucoup vous entendre sur la manière dont le groupe Bouygues adresse la stratégie bas carbone, donc la trajectoire vers la neutralité carbone. Donc la France s'est engagée dans une stratégie bas carbone ambitieuse puisqu'elle vise à atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce qui implique une réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2015. Et bien sûr, le bâtiment est central dans cette stratégie. Et donc, en tant que major du bâtiment et également acteur immobilier, comment le groupe Bouygues prend-il en compte cette stratégie dans votre propre stratégie et concrètement dans vos activités? Alors, concrètement, c'est un feu d'artifice d'action, hein, car il n'y a pas une action qui permettra de décarboner à la hauteur de ce qui est attendu par, les scientifiques du GIEC. Donc il faut vraiment faire tourner toutes les assiettes en même temps, à commencer bien sûr, par, les matériaux entrants. Parce que dans un bilan carbone, en coût carbone complet d'un bâtiment, ça commence par ça, donc déjà la conception des ouvrages. Vers des conceptions de plus en plus bioclimatiques, hein, et les plus passifs possibles pour éviter toute consommation d'énergie, qui serait, nécessaire pour améliorer les fonctions de confort du bâtiment. Donc le mieux, c'est que le bâtiment fonctionne tout seul, sans consommation d'énergie, et donc aller au-delà de la RE 2020 dans ce cadre, si on veut vraiment faire du bilan bas carbone, enfin du bâtiment bas carbone. Et donc au-delà des matériaux entrants, bon, on comprend rapidement que le béton, doit être progressivement, remplacé pour les logements en tout cas par, des matériaux biosourcés, même si le béton bas carbone dans certains cas être utilisé, mais on est loin encore, de pouvoir le substituer, du jour au lendemain au béton traditionnel. Donc c'est encore en phase de R&D. Mais on fonde beaucoup d'espoir sur, la possibilité de décarboner la fabrication du béton et du ciment en l'occurrence. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tout faire non plus en biosourcé, pour des raisons évidentes de ressources. Mais en fait, l'enjeu principal pour le secteur du bâtiment en général, c'est pas la construction neuve, c'est la rénovation du parc installé. Parce que 75 des bâtiments qui sont, aujourd'hui, existants seront toujours là, en 2050 et que, la grande majorité d'entre eux, si c'est pas, enfin même quasiment 100 du parc installé aujourd'hui, n'a pas une performance, énergétique ni thermique compatible avec des consommations cibles de l'accord de Paris. Donc il faut les rénover. Les rénover, ça veut dire les isoler, changer les ouvrants, changer les systèmes de chauffage, notamment en remplaçant, le gaz par les pompes à chaleur, le fioul aussi bien sûr pour les maisons individuelles. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir faire le plus vite possible et multiplier par 4 ou 5 le rythme des rénovations, des logements, entre maintenant et 2050, hein. Aujourd'hui, on est à peu près à 150, entre 120 et 150 000 logements, rénovés par an. Il faudrait être à 500-600 000 si on veut, véritablement, tenir, heu, l'accord de Paris. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est, engagé aussi dans un programme, qui s'appelle, Energy Strong. Peut-être, vos auditeurs connaissent, Tout à fait. qui vise à industrialiser, la rénovation, et notamment rénovation en site occupé, qui, requiert en fait une préparation, méthodique, des chantiers, une approche, industrielle de la rénovation avec, l'utilisation d'éléments préfabriqués qui viennent se plugger en fait, directement sur des bâtiments anciens. L'objectif est de rendre ces bâtiments, complètement passifs et autonomes en énergie, enfin capacité de
le but, c'est de rendre ces bâtiments aussi également positifs, donc qui capables de produire plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment sur un cycle d'un an environ. Et tout ça à coût zéro pour le locataire, c'est-à-dire que le locataire reste sur des niveaux de loyer équivalents à ce qu'il avait avant. Et ce sont effectivement les économies d'énergie qui remboursent en fait les travaux sur une temporalité d'environ une vingtaine d'années. Sachant que pour rénover ce type de bâtiment, ce type de logement, c'est un surcoût, enfin c'est un coût par logement de 20 à 30-35 000 euros en fonction des caractéristiques architecturales du bâtiment. Et donc, ça n'est la rentabilité, compte tenu du faible coût de l'énergie en France, aujourd'hui, est forcément très, très longue. Mais, ça reste rentable, à la fois pour les bailleurs sociaux, mais c'est également rentable pour, les utilisateurs locataires dans la mesure où, ça leur garantit, des charges, pendant une très longue durée sans risque de les voir augmenter comme ce sera probablement le cas, si, ils restaient, sur des charges assujetties à l'augmentation future probable des coûts énergétiques. Donc ça fait partie de notre stratégie clairement chez Bouygues, de travailler dans le cadre de ces programmes. On a monté une task force qui s'appelle Blitzprong, qui est pilotée par Christian Denacar chez Bouygues Construction. Et notre objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte de s'inscrire dans ce programme de rénovation à large échelle en France entière dans les années à venir. Et pour revenir sur le neuf, on a fait, l'ACV du bâtiment bas carbone idéal. Et au-delà des matériaux entrants, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres leviers à activer si on voulait véritablement euh, arriver à du bâtiment net zéro carbone, ce qui est l'objectif ultime, bien sûr, pour nos clients. Donc là, pour ça, on a inventé il y a quelques années un concept building qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive, hein, le BHEP, qui a été labellisé par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard en termes de concept building compatible avec les objectifs climatiques du GIEC. Et donc, au-delà des matériaux entrants qui sont bien sûr moins chargés en énergie grise et moins chargés en carbone, on travaille sur des logiques de mutualisation des espaces. Alors que ce soit pour des bâtiments tertiaires, publics ou privés notamment, mais même en logement, hein. Donc l'objectif étant que le bâtiment soit géré comme on gère une flotte d'avions pour une compagnie aérienne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des espaces potentiellement partageables comme des parkings, des rooftops, des salles polyvalentes, des salles de réunion, etc. Eh bien, quand l'utilisateur principal n'en a pas l'usage, eh bien que l'on puisse permettre à des utilisateurs secondaires d'avoir accès à ces espaces, moyennant paiement, bien entendu, ce qui permet donc d'avoir une meilleure intensité d'usage sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment et une performance énergétique par utilisateur qui est bien meilleure, bien sûr, parce qu'on a un taux d'usage et un temps d'usage qui est élargi. Donc ça, c'est Mmh. une piste qu'on souhaite proposer à nos clients, qui est à la fois vertueuse d'un point de vue environnemental, mais aussi vertueuse d'un point de vue économique, car bien sûr, ces locations additionnelles génèrent des entrées de cash dans le compte d'exploitation du bâtiment. Autre levier qu'on souhaite activer, on a développé avec la SBA, la Smart Building Alliance, le concept de R2S, Ready to Service for Mobility, car on sait que, du moins, une grande partie des pays européens vont intégrer massivement l'électromobilité dans le bâti dans les années qui viennent. Il est annoncé pas loin de 15 millions de véhicules électriques à l'horizon 2030 en France, ce qui correspondra à peu près entre 20 et 35% du parc, hein, selon les estimations de la PPE. Donc, tous ces véhicules, il va falloir les recharger quelque part et ils ne vont pas se recharger sur la voie publique, hein, en tout cas pas que. Et ils se rechargeront probablement dans les bâtiments. Donc, le bâtiment va devenir, enfin, les véhicules électriques vont devenir un device des bâtiments, un device comme d'autres
machines qui utilisent de l'énergie dans un bâtiment, notamment les ascenseurs. Et il va bien falloir, gérer, cet appel d'énergie quand les véhicules vont arriver, d'une façon intelligente pour éviter d'avoir des problèmes avec l'armoire électrique du bâtiment et même le quartier, hein. Donc il va falloir mettre de l'intelligence dans, heu, dans les systèmes de recharge et si possible d'ailleurs, si le bâtiment est à énergie positive, d'utiliser la capacité de production, du bâtiment pour recharger en courant continu, directement les véhicules pouvant, à certaines heures, d'ailleurs devenir des providers d'énergie pour le bâtiment, ce qui permettra donc de participer pour le bâtiment, de participer à l'équilibre de la courbe de charge, soit de l'îlot, soit du quartier et ça aussi, cette flexibilité que le bâtiment va apporter, à l'énergéticien, c'est des choses qui peuvent être valorisées d'un point de vue, économique, et ça peut rentrer aussi en tant qu'atout dans le compte d'exploitation du bâtiment. Alors le gros avantage d'intégrer des véhicules électriques, bien sûr, c'est qu'on sait que dans le bilan carbone d'un bâtiment, sur le scope 3B, donc le scope des usages, eh bien, suivant l'emplacement du bâtiment, eh bien l'électromobilité peut jouer un rôle, clé dans la décarbonation, Mmh. des usages. Car on sait qu'un bâtiment extrêmement performant d'un point de vue énergétique et d'un point de vue carbone d'ailleurs, sur la partie, conception, construction, et exploitation. Si par contre il est mal placé par rapport à un réseau de transport en commun, s'il est en dehors des villes, s'il est loin d'un hub de mobilité, eh bien, il va dégrader son bilan carbone par les usages des véhicules particuliers, qui sont utilisés pour y aller et pour y repartir. Mmh. Donc si, dans ces bâtiments, il y a de l'électromobilité, surtout en France, eh bien, on va, décarboner, ce scope usage qui, dans certains cas, peut être très, très important. Donc c'est pas le tout d'avoir un bâtiment performant d'un point de vue carbone, encore faut-il qu'il soit bien placé, parce Bien que placé. sinon on perd tous les avantages du bâti par les déplacements, générés par l'activité sociale du bâtiment, en fait, hein. Donc il faut, je pense que je crois que c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Quand on veut vraiment parler de bâtiments bas carbone, il faut vraiment parler, de l'ensemble des scopes, sur l'ensemble du cycle de vie, y compris les usages, et ne pas se concentrer uniquement sur, le bâti et sur son fonctionnement, parce que son fonctionnement, enfin les fonctions de confort, c'est pas suffisant. Il faut parler aussi d'électricité spécifique, il faut parler de l'électromobilité, il faut parler de l'intensité d'usage, parce que sinon on passe à côté de l'histoire, hein. Le but, c'est pas d'avoir des bâtiments performants, mais déconnectés en fait de la réalité de la vie d'un bâtiment, en fait, hein. Mmh. Et un autre levier, qui va être utilisé, pour décarboner les bâtiments chez Bouygues, c'est le concept de bâtiment banque de matériaux. Donc ça, c'est le BIM qui va nous l'apporter, hein. Se dire aujourd'hui, bon, on est extrêmement mauvais dans le secteur du BTP depuis toujours, sur la capacité de réutiliser en fin de vie, les matériaux, pour fabriquer d'autres bâtiments, soit en recyclage et encore moins en réemploi, parce qu'on fait quasiment pas de réemploi dans notre industrie, hélas. Et là, l'objectif, c'est de changer ça, c'est-à-dire de travailler sur des éléments finis beaucoup plus standardisés qu'ils ne le sont aujourd'hui, de manière à pouvoir, en fin de vie, pouvoir récupérer ces éléments finis, faux plancher, faux plafond, ferronnerie, certains types d'huisseries et cetera et réimplanter ces éléments finis dans d'autres bâtiments parce que, souvent, lorsque le bâtiment a une première vie, une grande partie de ces éléments finis sont tout à fait encore fonctionnels et peuvent être, tout à fait démontés, remis en état, le cas échéant et ensuite réutilisés dans un autre bâtiment et dans les RE 2020, heureusement, ils l'ont fait, ça a été assez bien fait. On sait très bien que toute la partie réemploi qui viendra s'incorporer dans un projet neuf ou dans un projet de rénovation comptera pour zéro dans le bilan carbone et donc comme l'objectif, c'est quand même de baisser le bilan carbone, les constructeurs comme les promoteurs ont tout intérêt à incorporer un maximum de réemploi dans leurs projets pour faire baisser l'empreinte carbone de leurs bâtiments, d'une façon rapide et systématique. Donc il faut vraiment progresser là-dessus. Donc faire des bâtiments banques de matériaux, c'est des bâtiments qui ont un modèle constructif qui permettra donc de récupérer ces matières premières, lors des grosses rénovations ou lors, de la démolition, donc quand le bâtiment devient un BHU et hem et donc de mettre des écosystèmes et des plateformes de réemploi des bâtiments, des réemplois des matériaux des bâtiments, Mmh.
qui permettront donc des marketplaces en fait, qui permettront aux acteurs de récupérer, des éléments finis pour la conception et la réalisation de nouveaux bâtiments. Voilà, donc je vous ai fait un vade-mecum de tout ce qu'on peut faire en matière de bas carbone. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Maintenant, c'est qu'il faut accélérer, notablement la prise de conscience, des maîtrises d'ouvrage pour qu'ils deviennent vraiment prescripteurs de bas carbone. Parce qu'en fait, nous constructeurs, on est quand même, assujettis, à répondre à des appels d'offres, et s'il n'y a pas de prescription sur ces sujets-là, ça va être difficile pour nous de varianter systématiquement. Donc si la commande publique déjà, hein, qui est quand même dramatiquement, en dehors des clous sur ce sujet, malgré tous les beaux discours, et la commande privée bien sûr, on doit maintenant se réveiller et devenir extrêmement, prescriptrices de bas carbone, dans leurs appels d'offres, et enfin, des entreprises comme Bouygues en tout cas, on a maintenant, les technologies, les savoir-faire pour pouvoir y répondre avec une équation économique, tout à fait acceptable. D'autant que les BHEP sont des bâtiments qui sont conçus pour apporter plus de cash qu'ils n'en coûtent enfin qu'ils génèrent, enfin ils génèrent plus de recettes qu'ils ne coûtent en charge en réalité. Donc c'est des bâtiments qui sont non seulement vertueux d'un point de vue, écologique et carbone, mais qui sont, vertueux d'un point de vue économique. Alors justement, bon, apparemment, vous, vous êtes, effectivement prêt. On voit qu'il y a tout un panel de technologies et d'évolutions qui sont à votre disposition. Je Mmh. voudrais quand même revenir sur la rénovation. Mmh. Vous nous avez parlé du programme Énergie-Sprong qu'on connaît bien effectivement ici, puisque, le pôle, anime le club entreprise, Énergie-Sprong Grand Est, et qu'on a Oui. accompagné enfin on soutient le programme depuis le démarrage. J'ai quand même une question sur, justement ce modèle Énergie-Sprong. Est-ce que vous pensez qu'il est reproductible, à quelle échelle, finalement? Parce qu'effectivement l'enjeu étant bien sur la rénovation, est-ce qu'on va pouvoir faire, compter, effectivement sur des rénovations type Énergie-Sprong pour rénover une part significative du parc? Ou quels sont les autres, heu, Bah, écoute voilà, quels sont les autres leviers? Bah, écoutez, il y a pour l'instant, c'est le seul, programme qui tient à peu près la route, hein, en termes de mécanismes financiers, parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein. Il faut pouvoir rénover, à des coûts économiques, acceptables avec des paybacks, réels, et en l'absence de taxe carbone et en l'absence d'augmentation significative du coût des énergies, il y a que la massification des travaux, l'industrialisation, des éléments et des équipements qui permettront donc d'isoler mieux les bâtiments. Il y a que, la la capacité des maîtrises d'ouvrage à s'associer pour déclencher les travaux en même temps sur un périmètre donné pour faire baisser les coûts de préparation, et les études inhérents à ces grosses rénovations. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, en même temps si on veut baisser les coûts. C'est-à-dire, il faut massifier, il faut, que les maîtrises d'ouvrage, qui sont concernées par il y a à peu près 7 à 8 millions de logements sociaux, qu'il faut pouvoir rénover. On est loin du compte, hein, pour l'instant. Donc il faut pouvoir donner de la visibilité aux acteurs pour que les acteurs puissent investir dans des outils industriels, et dans des processus de fabrication des éléments finis, pour faire baisser les coûts. Il faut standardiser un maximum, là aussi pour pouvoir faire des achats groupés, et faire baisser les coûts aussi, des machines qui vont devoir être utilisées pour cette rénovation, notamment, les systèmes d'eau chaude sanitaire, les panneaux photovoltaïques, l'isolation, et cetera. Donc plus on massifiera, plus on va standardiser, plus on fera baisser les coûts, et si on arrive à baisser, d'une dizaine de milliers d'euros par logement, les coûts de la rénovation, bah, l'équation économique L'équation sera au change. rendez-vous et ça sera vertueux Mmh. pour tout le monde. C'est-à-dire que bon, bah, voilà, tout le monde va y gagner sauf les énergéticiens, mais enfin, c'est pas très grave. Mais les locataires vont y gagner, parce qu'ils vont avoir une stabilité du coût, enfin de leur charge énergétique. Les bailleurs vont y gagner parce qu'ils vont avoir une meilleure green value de leur bâtiment, et ils seront moins dépendants eux aussi, des fluctuations des coûts de l'énergie. Et puis surtout, bon, pour la planète, parce qu'il faut quand même pas oublier que le but du jeu, il y a pas que le pognon, hein, il y a aussi sauver le monde. On a une obligation morale
de faire baisser les émissions. Donc, de ramener tout à l'économie, c'est quand même tout à fait irresponsable dans la mesure où il nous reste qu'une dizaine d'années pour inverser une tendance climatique qui, si on ne le fait pas, sous prétexte d'enjeux économiques, eh bien, c'est illusoire de penser qu'il pourrait y avoir et qu'il pourrait subsister une économie profitable dans un monde dans lequel le climat sera détraqué pour toujours, quoi. Mmh. Bah, merci beaucoup, Fabrice Bonifay. Donc, effectivement, les sujets étaient passionnants. Il y avait vraiment, énormément de sujets qui ont été ouverts et qui pourraient être, prolongés, sans doute pour une autre occasion. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Merci madame. beaucoup à Fabrice Bonifay pour son intervention.